Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une figure absolument centrale de l'histoire marocaine, le roi Mohamed V. Son histoire, elle est complètement liée à celle de l'indépendance du pays. On va s'appuyer sur plusieurs documents, des biographies, des sources historiques pour cette exploration. Oui, l'objectif, c'est de retracer son parcours. Depuis ses débuts comme jeune sultan sous protectorat français, son rôle crucial dans l'indépendance, sans oublier bien sûr l'épreuve de l'exil. C'est une vie qui reflète vraiment l'histoire du Maroc au XXe siècle. Alors, commençons par le début, si vous voulez bien. Qui était ce Sidi Mohamed Ben Youssef avant de devenir le Mohamed V que l'on connaît? Alors, il est né en 1909, à Fès. C'est le fils du sultan Moulay Youssef. Il a reçu une éducation princière, assez typique pour l'époque, qui mêlait la tradition, le Coran, l'arabe, et puis une certaine modernité, avec l'apprentissage du français. Et il accède au trône vraiment très jeune, c'est ça, hein? À 17 ans seulement, en 1927. On dit de lui qu'il était plutôt réservé au départ. Comment ça se passe ces premières années de règne sous le protectorat? Exactement, très jeune. Et oui, ce début de règne est complètement dominé par la présence française. Un moment clé et assez vite, c'est la promulgation du fameux Daïr berbère en 1930. Ah oui, le Daïr berbère. Voilà, c'est un texte qui vient de la résidence générale française, il faut le dire. L'idée était d'appliquer un droit coutumier spécifique aux berbères à côté du droit musulman. Bon, même si c'est le sultan qui signe, comme beaucoup de textes à l'époque. Sous la contrainte, on imagine. On peut l'imaginer, oui. En tout cas, c'est immédiatement vu comme une manœuvre pour diviser le peuple marocain. Et paradoxalement, ça a plutôt ressoudé les Marocains contre cette mesure. Tout à fait. Ça a vraiment, catalysé le mouvement nationaliste marocain qui était en train de naître. Et puis, autre moment très fort, la Seconde Guerre mondiale. Face aux lois anti-juives de Vichy, appliquées au Maroc par la résidence, Mohamed V a eu une position remarquable, même si c'était d'abord en privé. Il a clairement dit que ces sujets juifs étaient marocains au même titre que les musulmans, qu'il les protégeait. Il y a cette phrase célèbre. Oui, on rapporte qu'il aurait dit « Vous êtes mes sujets, et comme tels, je vous protège et vous aime. Les musulmans sont et ont toujours été vos frères et vos amis. » C'est fort. Très fort. Et cette attitude, dans ce contexte si difficile, avec une marge de manœuvre quand même limitée par le protectorat, ça lui a valu un respect immense. Ça a vraiment assis son image de héros, de symbole de la nation unie face au pouvoir colonial. Une sorte de résistance morale. Et après la guerre, cette image s'affirme encore plus. Son soutien au mouvement pour l'indépendance, notamment au parti de l'Istiklal, devient plus visible. Oui, de plus en plus affirmé. Et là, forcément, la confrontation avec les autorités françaises devient inévitable. Ça ne pouvait plus durer. Exactement. Et les Français voient ça d'un très mauvais œil. La tension monte, jusqu'au point de rupture. Le 20 août 1953, juste la veille de l'Aïd el-Kébir, c'est la déposition. La France le force à l'exil. Terrible. Un exil qui va durer plus de 2 ans, c'est ça? Et qui va l'emmener très loin. Oui, d'abord en Corse, où il est traité un peu en prisonnier, puis dès janvier 1954 à Madagascar, pour l'isoler encore plus. À Antsirabe, avec toute la famille royale, y compris le jeune prince héritier Moulay Hassan. Sa plus jeune fille, Lala Amina, y naît même en 1954. C'est un long périple. Rabat, Corse, N'Djamena, Brazzaville, Tananarive et enfin Antsirabe. Mais voilà le paradoxe incroyable de cet exil. Les Français pensaient le neutraliser, mais ils en ont fait un héros national, un martyr. Sa déportation a enflammé la résistance populaire. La demande pour son retour et pour l'indépendance est devenue irrépressible. La France s'est retrouvée coincée, obligée de négocier. Et c'est le retour triomphal, le 16 novembre 1955, des images incroyables de liesse populaire. Et 2 jours plus tard, le 18 novembre, il prononce ce discours historique qui annonce la fin du protectorat. Voilà, l'indépendance est officiellement reconnue en mars 1956. Et l'année suivante, en 1957, un autre symbole fort. Il prend le titre de roi, abandonnant celui de sultan. C'est l'entrée dans une nouvelle ère pour le Maroc. Une ère de construction? Exactement. Il s'attelle à bâtir l'État marocain moderne, à unifier le pays. Il joue aussi un rôle important sur la scène africaine naissante, avec la formation du groupe de Casablanca en 1961, qui prônait un panafricanisme assez engagé. Mais cette période n'est pas sans tension non plus. On note par exemple certaines inquiétudes dans la communauté juive, même si le roi maintient sa protection. Il y a des histoires de nationalisation d'écoles, de restrictions de départ. L'immigration s'accentue un peu, malgré tout. Notamment à Rabat. À 51 ans seulement. C'était suite à une opération chirurgicale au nez qui était vue comme mineure en plus. Oui,
une opération jugée bénigne. Sa mort provoque une vague d'émotions absolument immense dans tout le pays, un deuil national profond. Les sources décrivent une tristesse partagée par toutes les communautés. Pour la communauté juive, c'était la perte de son protecteur historique. On parle de scènes de recueillement commun. Très émouvant. Et c'est son fils, Hassan II, qui prend la suite. C'est ça. Un destin hors norme, donc. Celui d'un souverain qui a vraiment guidé le Maroc de l'époque coloniale à l'indépendance, qui est devenu une icône nationale, une figure panafricaine aussi. Un règne forgé par l'épreuve et achevé trop tôt. Oui, absolument. Son parcours a marqué à jamais l'histoire et l'identité du Maroc moderne. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la réflexion. Cet attachement si particulier, si personnel, que beaucoup de Marocains de toutes confessions portaient à Mohamed V, comment est-ce que ça influence encore aujourd'hui la relation entre le peuple, la monarchie et l'identité nationale marocaine? C'est une question qui, je crois, mérite d'être posée.